Aujourd'hui, c'est un conte, ok? Un conte très ancien, Joseph et ses frères. D'où j'ai tiré ce conte? Ce conte se trouve dans la Bible, plus exactement dans le premier livre de la Bible, qui s'appelle la Genèse. Et si je ne me trompe pas, c'est le chapitre 37. Donc, si vous avez une Bible à la maison, vous pourrez le trouver, chapitre 37 de la Genèse. Le même conte se trouve aussi dans le Coran. Hein? Et même si avec quelques détails, quelques petits détails différents. Et ce conte aussi, c'est un peu coordonné avec votre cours de culture éthique où mon collègue vous a parlé d'Abraham, histoire, et Abraham, Isaac, Jacob, les patriarches, le début du monothéisme, d'accord? Et en effet, Joseph est dans cette lignée-là, d'accord? Les Hébreux, plus tard qu'on appellera les Israélites, ce sont les premiers peuples clairement monothéistes dans l'histoire. Donc, pourquoi ce conte? D'accord? Ce conte a beaucoup d'informations historiques par rapport aux sociétés qu'il décrit. Il décrit la société de Joseph, qui ce sont les Hébreux, et il décrit la société des Égyptiens. Et on pourra les comparer à partir des contenus des informations. Ce conte, de toute évidence, est une légende, quelque chose, c'est un facteur essiologique dans la Bible. Allez trouver ce mot-là, essiologie, qu'est-ce que ça veut dire, si vous voulez, essiologie. C'est une légende, d'accord? Mais, comme toute légende, a quelques événements réels en origine, d'accord, que nous pouvons un peu décerner, essayer de décerner dans l'histoire. Certains détails nous prouvent qu'il y a des événements réels, d'accord? Ce conte, même si c'est une légende, on peut plus ou moins le situer dans le temps. Et on peut le situer à 2000 avant Jésus-Christ. 2000 avant Jésus-Christ, l'Égypte est déjà une grande civilisation, je dirais même au sommet de sa gloire. Et les pyramides, par exemple, existent déjà depuis 5 siècles. D'accord? Bon, alors, on fait ce conte. Ne prenez pas trop de notes, c'est juste écouter le conte. Les mots, disons, les moments les plus importants sont ici. Ce ne sont pas des mots-clés, ce sont des moments de l'histoire. Avant de parler de Joseph, on va dire quelque chose sur son père, Jacob, le patriarche. Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, les grands patriarches à l'origine de l'histoire biblique. Ok, on va dire qu'on commence par Jacob qui est amoureux. Jacob a rencontré une fille qui s'appelle Rebecca et il veut la marier. Il va donc voir son père pour demander la main de Rebecca. Donc, le père de Rebecca est un homme riche qui a un grand troupeau, qui a une grande famille, qui a beaucoup de serviteurs. C'est tout un clan d'éleveurs. Ils font aussi un peu d'agriculture, mais ils sont surtout des éleveurs, un grand troupeau de moutons. Ok, le père de Rebecca a seulement 2 filles, n'a pas de garçons. Donc, il va dire à Jacob quelque chose de plus ou moins comme ça, d'accord? Si tu maries ma fille Rebecca, un jour tu deviendras l'héritier de tout ce que j'ai. Et alors, je te demande avant de marier Rebecca de travailler pour moi. Tu vas travailler pour moi pendant 7 ans. C'est long, 7 ans, travailler gratuitement. Mais Jacob est amoureux de Rebecca. Il accepte. Et il travaille 7 ans pour son beau-père. Jusqu'au jour qu'il y a le mariage. Une grande belle fête de mariage, de la musique, des chants, de la danse. On mange et on boit. D'accord aussi. Fini la fête, bon, Jacob va se coucher avec son épouse dans une tente. D'accord, il a un peu bu, tout est noir. Et vous savez, ils sont mariés et les gens mariés font certains trucs parce que sinon on ne peut pas avoir des enfants, on ne peut pas engendrer une nouvelle vie. D'accord. Et on appelle ceci la consommation du mariage. D'accord. Et le lendemain, le matin, il se réveille
et regarde la fille qui est avec lui. Hein? Ce n'est pas Rebecca, c'est Léa, la sœur de Rebecca. Donc, puisqu'il a couché avec Rebecca, dans leur façon de voir les choses, il est marié avec Rebecca. Je vous laisse imaginer la colère. Il va voir son beau-père et dit, tu m'as eu, pourquoi tu m'as fait ça? Son beau-père le tranquillise, le calme. Il dit, ne t'en fais pas trop. Écoute, la pauvre Léa, c'est pas une belle fille, donc il n'y a personne qui la veut. Donc, il fallait bien que je la donne à quelqu'un, ok? Mais ne t'en fais pas, parce qu'ici, tu sais, nous sommes polygames. Tu peux avoir plusieurs femmes. Tu vas être un homme riche, donc tu peux avoir plusieurs femmes. Donc, si tu veux marier Rebecca, je vais te la donner, Rebecca. Il faut seulement que tu travailles encore 7 ans gratuitement. Or que Jacob, il a la chance ou la malchance d'être éperdument amoureux de Rebecca, va travailler encore 7 ans. Et cette fois-ci, il va se marier aussi avec Rebecca. D'accord? Mais en fait, il va se retrouver non pas avec 2 femmes, mais avec 4 femmes. D'accord? Pourquoi? Parce que Rebecca et Léa avaient une esclave personnelle chaque. Et selon leur façon de voir les choses, les esclaves aussi étaient considérés comme des femmes, et donc il va y avoir beaucoup d'enfants. D'accord? On ne sait pas combien. Notre histoire nous parle seulement des garçons, enfants de Jacob. Et les garçons étaient 12 garçons. Et le plus jeune de ces garçons-là, c'est Joseph, le protagoniste de notre histoire. Or, Joseph avait comme mère Rebecca, d'accord, la femme aimée par Jacob, la femme préférée. Et Rebecca avait eu des problèmes de fertilité. Rebecca n'avait pas pu avoir des enfants. Et seulement plus tard, il va enfanter Joseph, que pendant que les autres ce sont déjà des jeunes hommes, donc Joseph n'est qu'un gamin, un enfant de 12-13 ans de votre âge, au début de notre histoire. Mais Joseph est le préféré de son père, pour 2 raisons. Parce qu'il est le fils de Rebecca, et parce que c'est aussi le plus jeune. Vous savez comment ce conte exprime la préférence de Jacob sur Joseph? Que Jacob a donné à Joseph une tunique de longues manches, avec des longues manches. Pour nous, c'est difficile à comprendre ceci. Vous avez tous ici des longues manches. Nous avons tous des longues manches. D'accord? Mais à l'époque, c'était qu'il y avait peu de tissu, peu de laine. Donc, puis il faisait chaud, là. Donc, on faisait juste des tuniques jusqu'aux genoux, on l'attachait avec une corde. Et normalement, il n'avait pas de manches. Mais Joseph, puisqu'il est l'enfant préféré, il a une tunique de longues manches. On ne le reconnaît pas ceci. Donc, évidemment, la préférence de Jacob sur Joseph suscitait de la jalousie envers de la part de ses frères. Et un peu tous les contes, la littérature de la polygamie nous parle toujours des chicanes entre les femmes et entre les enfants des femmes pour la préférence du père. Et ceci, c'est typique de ce type de littérature. Mais Joseph, il ne fait rien pour composer avec la jalousie de ses frères. Il fait pire. Il raconte des histoires qui suscitent encore plus d'irritation. Un matin, par exemple, au déjeuner, il dit « J'ai fait un rêve cette nuit. On était dans un champ, on faisait la moisson pour les tiges de blé, et chacun de nous avait fait une gerbe. Qu'est-ce que c'est une gerbe? On prend les tiges de blé qu'on a coupées, on les attache avec une corde, on fait un faisceau, et c'est la quantité de gerbes qu'on peut déplacer avec la force humaine des 2 bras. Et il dit, tous les gerbes étaient là, dans le champ, et à un moment donné, elles ont commencé à sauter. Ma gerbe est allée au centre, et 11 autres gerbes, tout autour, se sont inclinées devant ma gerbe.
les frères se disent, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'on s'incline devant lui et sont encore plus fâchés contre lui. Un autre jour, je vais faire encore un rêve cette nuit. Toute cette histoire, c'est une histoire de rêve. Hein? J'ai vu descendre du ciel 11 étoiles jusqu'à mes pieds, et puis aussi la lune, et puis aussi le soleil. Mais là, c'est la haine. Il trouve que raconter ces rêves-là, c'est de l'arrogance. Qu'est-ce qu'il veut? Que nous tous, on aille à ses pieds avec son père et sa mère? C'est la haine. Vraiment, ils ne peuvent pas le voir. Un jour, les frères partent. Ils sont des éleveurs, ils sont semi-nomades, et quand c'est l'été, tout est sec, ils doivent amener le troupeau au pâturage, aux prairies. Normalement, ils sont à la montagne. D'accord? Et les frères partent. D'accord? Ils vont s'éloigner pendant plusieurs mois aussi. Joseph reste à la maison parce qu'il est le plus jeune. Il est encore gamin. Mais un jour, Jacob lui donne une tâche. Regarde, il prépare un sac de nourriture et lui dit, va rejoindre tes frères et tu leur amènes cette nourriture-là. Bon, il y va, il part, c'est un long chemin de quelques jours, et il arrive jusqu'à la vallée où ses frères se trouvent et sont là à faire paître les moutons. Et les moutons, paître les moutons. Et les frères le voient arriver de loin. Il approche, regardez qui arrive, le rêveur. Mais écoutez, commence à comploter contre lui. S'il n'y a personne, on pourra enfin se débarrasser contre lui. On pourra se débarrasser de lui. Alors, il arrive, il lui enlève la tunique de longues manches, ils vont égorger un mouton, ils déchirent la tunique, ils l'attachent avec le sang du mouton, ils envoient un serviteur à la maison pour dire « Nous avons trouvé la tunique de Joseph tachée de sang dans le désert. Sûrement, une bête féroce l'a tué, l'a dévoré. » Et font croire au père qu'il est mort, qu'il est décédé. On vous laisse imaginer l'amertume, la tristesse de son père. Mais quoi faire de Joseph? Ils veulent le tuer, mais c'est quand même leur frère. On ne peut pas tuer un frère. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils le jettent dans un puits. En attendant de voir quoi faire. Et puis, par là, par cette vallée-là, passe une caravane de marchands. Ils appellent les Madianites, des marchands qui passent par là. Vous savez, plein de chariots un après de l'autre, avec des chameaux, plein de marchandises. Or que Judas, le frère aîné, a une idée. Ils vont sortir Joseph et ils vont le vendre comme esclave à ces marchands-là. Les marchands arrivent en Égypte et c'est un riche Égyptien, un fonctionnaire du pharaon qui va l'acheter. Potiphar. Il va vivre chez Potiphar. Or que nous savons que la condition des esclaves était misérable, mais pas pour tous. Il y avait quelques esclaves qui jouaient un rôle important. Et c'est le cas de Joseph. Potiphar prend sous son aile Joseph, il l'aime bien, il le trouve intelligent, il le fait étudier, il devient scribe, il apprend les mathématiques, et une fois qu'il a appris, qu'il devient un jeune homme, Potiphar le nomme majordome, c'est-à-dire administrateur de tous les biens que Potiphar a. Donc c'est un esclave puissant, il administre les autres esclaves, il administre les employés aussi de Potiphar, d'accord? Et donc se trouve dans une position assez favorable. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive qu'un jour, Joseph se trouve dans le trouble à nouveau. Qui va le mettre dans le trouble? Qui va le mettre dans le trouble? C'est la femme de... La femme de Potiphar. Joseph est devenu un jeune homme, beau, sympathique. Et un jour que la femme de Potiphar, pendant qu'ils sont à la maison
seulement les deux, et va lui dire, hein, vous n'avez pas compris. Là, Joseph non plus n'avait pas compris. Alors il répète, hein, couche avec moi. Joseph dit, Non. je ne pourrais jamais faire une chose pareille à mon patron, le trahir. Alors, la grande discussion, la femme se sent frustrée parce qu'elle est refusée. D'accord? Comment ça, une esclave ose se refuser? D'accord? Et à un moment donné, il s'étiraille. Joseph se sauve, mais elle arrive à lui arracher un morceau de son vêtement. Et quand le mari arrive à la maison, elle l'accuse. Regarde ton esclave préféré, celui-là que tu aimes et que tu as nommé majordome. Il a essayé de me violer. Pour me défendre, je lui ai arraché un morceau de son vêtement. Elle lui fait une fausse accusation. D'accord? Potiphar, il va écouter sa femme, il va écouter Joseph. Il ne sait pas quoi faire, mais c'est la parole de sa femme contre celle d'une esclave. Et finalement, non, il ne fera pas tuer Joseph, mais il le jettera en prison. Et il se retrouve une deuxième fois, donc, dans le trou. Est-ce qu'il sortira de ce trou, de la prison? On verra. Ok. Le temps passe jusqu'au jour qu'en prison, il va voir deux fonctionnaires importants de la cour du pharaon. Un, c'est les chansons. Ça s'écrit comme chanson avec E en avant, E accent aigu, et chanson. Et l'autre, c'est le panetier. C'est lui qui fait le pain pour le pharaon. Les chansons, lui, s'occupent de la boisson. Il va écraser les raisins, faire du moule, faire fermenter, et puis servir le vin dans la cour du pharaon. Un s'occupe du vin et l'autre s'occupe du pain. Les deux sont tombés en prison parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir trahi. D'accord? Ils sont soupçonnés de trahison. Et sont en train de faire l'enquête. Pour le moment, ils restent en prison. Ils sont dans la même cellule de Joseph. Et un matin, ils commencent à raconter aux autres leurs rêves, des rêves. Les chansons. J'ai fait un rêve bizarre cette nuit. J'ai rêvé que 3 vignes poussent rapidement, tout en accéléré de la terre. Les vignes font des grappes. Je prends les raisins, je les écrase. Le mou devient tout de suite du vin. Je le mets dans une coupe et je l'amène au pharaon. Et le pharaon va boire. Et là, je me suis réveillé. Bon. Est-ce que les rêves disent quelque chose? Et Joseph dit, oui, les rêves disent toujours quelque chose. Et Dieu m'a donné le pouvoir d'interpréter les rêves. Le Dieu unique de mon peuple, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Bon, raconte. Les 3 grappes, les 3 vignes, ça veut dire 3 jours. Et le fait que le pharaon va boire ton vin, ça veut dire que dans 3 jours, tu seras libéré et tu seras réintégré dans ton poste auprès de la cour du pharaon. Oh, que j'aimerais que c'est vrai. J'espère vraiment que c'est vrai. Et là, alors que le panetier, mais moi aussi, en parlant de ceci, j'ai eu un rêve. J'ai rêvé que j'avais 3 corbeilles de blé, de pain que j'ai apporté sur ma tête. Mais des oiseaux descendaient et avec leur bec, ils me volaient le pain. J'essayais de les chasser, mais ils revenaient. Et quand je suis arrivé à la cour du pharaon, il n'avait plus de blé. Joseph fait semblant de rien. Ah, Joseph, qu'est-ce que ça veut dire? Non, non, c'est rien. Comment ça, c'est rien? À lui, tu lui as tout expliqué, à moi, va me dire. Alors, Joseph, après l'insistance et l'autre, explique le rêve. Mais écoute, peut-être que je me trompe. 3 paniers, ça veut dire 3 jours. Et le fait que
tu n'arrives pas à lui amener du pain, ça veut dire que dans 3 jours, ça n'ira pas bien. Comment ça n'ira pas bien? Et dis-moi les choses, Joseph. Mais peut-être je me trompe, mais tu seras exécuté. Quoi? Je vais être exécuté? Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Les gardes arrivent, ils prennent les chansons, il est libéré, il retourne auprès de la cour du pharaon. Les gardes viennent prendre le panetier et bang, lui coupe la tête. Il est exécuté. Les rêves de Joseph se sont réalisés. Et Joseph, quant à lui, il reste en prison. Il reste en prison jusqu'au jour que quelqu'un d'autre va faire des rêves prémoniteurs. Le pharaon. Le pharaon rêve une nuit, il se trouve dans une grande belle prairie. D'accord, dans le nord de l'Égypte, là où il y a des terres vertes. Et tout est tranquille, paisible. Et au fond, à l'horizon, il voit approcher quelque chose. Approche de plus en plus, il arrive à distinguer une vache. Mais une vache belle, grosse, vachement belle. D'accord? Avec une grosse cloche qui fait tolon, tolon, tolon. Et puis encore qui regarde 2, 3, 4, 5, 6, 7 vaches approchent, sont tout autour de lui, qui broutent là tranquillement, belles vaches, grosses des cornes comme ça. La cloche qui fait tolon, 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 tout un concert de cloches de vaches. Et là, il est bien, tout tranquille. Mais à un moment donné, il entend. Regarde, c'est une autre vache encore qui arrive. Avec la cloche qui fait. D'accord? Et puis une autre. 7 vaches. Mais cette série de 7 qui arrive après, les vaches sont maigres. Les cornes qui tombent. Tout os. Et la cloche qui fait. Puis à un moment donné, qu'est-ce qu'il arrive? Quelque chose d'horrible. Les vaches maigres commencent à manger les vaches grasses. Les vaches black dévorent les vaches tolon, tolon, gnam, gnam, bouffe, bouffe. Restant toujours que maigre. Et là, le pharaon se réveille, angoissé, n'arrive plus à dormir. Il tourne dans son lit, il se lève, il va s'asseoir dans le salon, dans le divan, il prend la télécommande, il allume la télé, d'accord? Et puis, il va faire un tour en auto, il fume, il a ses écouteurs, il va voir ses messages au téléphone, les emails, Facebook, Instagram et tout. À la fin, il retourne à se coucher et s'endort à nouveau. Et là, un autre rêve. De la terre pousse cet épi. Attendez, je ne pas le mot. L'épi était grosse et belle. D'accord? Pleine. Mais tout autour, après qu'elles ont poussé cette épi grosse, autres 7 tiges commencent à l'engloutir, des épis toutes sèches, toutes vides, et ils engloutissent, absorbent les autres épis qui sont grosses. Et là encore, il se réveille, angoissé, il n'arrive plus à dormir, d'accord? Et là, il va jouer au Nintendo jusqu'au matin, d'accord? Ok. Le lendemain, il appelle les devins, les prêtres, ils sont à la cour du pharaon, cherchant quelqu'un qui lui explique, qui lui donne une signification à ce rêve. Bien, aucune de ces significations, de ces explications arrive à le satisfaire. Et là, c'est les chansons qui vont dire au pharaon, Votre Majesté, j'ose vous dire que quand j'étais en prison, j'ai rencontré un Hébreu qui expliquait à tous les prisonniers leurs rêves. Et par la suite, il allait se passer exactement comme il avait dit.
Bon. Et alors, ok, amenez-le ici. Je n'ai rien à perdre. Alors que Joseph sort de prison, il l'amène devant le pharaon. Et le pharaon va lui dire que j'ai fait un rêve que j'étais dans une grande prairie, puis je vois venir de loin, et puis gna gna, et puis tout autour, black, ville, black, gna gna gna, je me suis réveillé. Et puis, c'était puis belle grosse, et puis d'autres esprits se recherchaient. Qu'est-ce que ça veut dire? Et alors Joseph va lui dire que le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob m'a donné le pouvoir d'interpréter les rêves. Et ces deux rêves-là veulent dire la même chose. Cette vache grasse, cette épi pleine, ça veut dire cette année. Il y aura 7 années d'abondance où la terre va produire énormément, où l'élevage va produire en grande abondance. Et il y aura de la nourriture pour tout le monde et un surplus de nourriture aussi. Mais le rêve met en alerte le pharaon. Parce qu'après les 7 années d'abondance, il y aura 7 années de disette, où la terre va toute se sécher et il n'y aura plus aucune production de nourriture. Joseph dit, je recommande au pharaon d'organiser des réserves de nourriture pendant les années d'abondance pour les distribuer pendant les années de disette. Le pharaon y pense quelques jours. Il trouve de plus en plus que l'explication de Joseph est la bonne. Il va convoquer encore Joseph. Il demande des conseils. Et peu à peu, Joseph va gagner toute la confiance du pharaon qui va le nommer vizir. Oh. Il sort une deuxième fois du trou et il sera le second du pharaon. D'accord? Le second. Le premier, c'est le pharaon lui-même. Le vizir, c'est le premier ministre du pharaon. Donc, et en particulier, Joseph a la tâche d'organiser la collecte de nourriture, le stockage, l'entreposage, pour successivement organiser la distribution pendant les années des 17. Or que Joseph devient un Égyptien à plein titre, d'accord, quand il est vizir. Il part, il maîtrise la langue, d'accord. Il va s'habiller comme un Égyptien. Il va avoir les grands chapeaux, les grands couvre-chefs des Égyptiens puissants. Il va être maquillé comme les Égyptiens. Et comme les Égyptiens, il marche de côté. D'accord? Il va se marier avec une femme, la fille d'un grand prêtre, donc il va rentrer vraiment, va faire partie de la noblesse égyptienne, et il change de nom. Il s'appellera Sophna Panea, et il va faire une réforme foncière, va organiser la distribution des terres. Or, ces deux informations-là, qui s'appellent Sophna Panea, un nom égyptien, qui a fait réforme foncière, ça nous indique qu'il y a des événements réels à l'origine de ce conte. Non? Donc, les 7 années d'abondance arrivent, et la terre produit énormément. Et Joseph met dans les entrepôts, garde la nourriture. Mais après les 7 années d'abondance, la disette arrive, comme annoncé. Disette, la pauvreté, d'accord? La terre ne produit plus rien. Les gens protestent, vont voir le pharaon. C'est un état où le pharaon gérait toute la richesse. Nous avons faim, donne-nous à manger. Alors, tranquille, allez voir Joseph. Et Joseph organise la distribution.
première année, deuxième année. Or, la disette n'était pas seulement en Égypte, c'était dans tout le Moyen-Orient, aussi en Palestine, là où il y avait les Hébreux, là où il y avait la famille de Joseph. Aux autres, ils ont fini les réserves de blé. Alors Jacob dit à ses enfants, on sait qu'en Égypte, il y a du blé. Allez-y, essayez d'en acheter, de remplir des sacs et de les ramener. Alors que les enfants de Jacob vont en Égypte, mais ils ne peuvent pas acheter du blé. Ils ont besoin de la permission du vizir. Ils sont des étrangers pour acheter du blé. Ils ont besoin de la permission. Et alors, on dit au vizir qu'il y a un groupe de 11 Hébreux qui veulent le voir. 11 Hébreux. Bon, les curieux, faites-les rentrer. Alors, ils rentrent dans la salle d'audience du vizir. Et là, les frères ne reconnaissent pas Joseph. D'accord? Parce que Joseph parle l'égyptien, parce qu'il est maquillé, le grand chef, et puis, d'accord? Mais Joseph, lui, il reconnaît ses frères. Et là, il dit, c'est l'heure de la vengeance. Et alors qu'il leur pose des questions, qui êtes-vous? Ah, nous sommes des Hébreux, nous avons des moutons, là, nous avons besoin de blé. Ah, bravo. Et comment s'appelle votre père? Notre père s'appelle Jacob. Dites-moi un peu, est-ce qu'il y a d'autres frères, d'autres garçons après vous qui êtes là? Et ils vont répondre, oui. Il y en a un autre. Ah, il y en a un autre. Et comment s'appelle-t-il? On va répondre, il s'appelle Benjamin. Benjamin. Et c'est comme ça que Joseph est informé qu'il a un petit frère qui est né après son départ. Et ce petit frère, Benjamin, est aussi fils de Rebecca, sa même mère. Donc son frère vraiment plus direct. Alors que Joseph est tout pris de curiosité et de tendresse aussi. Il veut connaître son petit frère. D'accord? Et alors qu'il dit aux gens, oui, achetez du blé, donne l'ordre de leur remplir les sacs de blé, mais attention, si vous retournez ici, il faudra que vous reveniez tous, Benjamin aussi, sinon je ne vais plus vous croire, sinon je vais penser que vous êtes des traîtres, des espions, des ennemis. Ok? D'accord? Et ils partent. Ils partent, ils sont tranquilles, on a du blé. Tôt ou tard, d'accord, la disette va finir, comme nous on va dire que tôt ou tard la pandémie va finir, mais ça dure, et la disette devait durer 7 ans. Oh. Et quelques temps plus tard, ils ont épuisé leur blé. Et Jacob dit, non, retournez en Égypte, allez acheter encore du blé. Mais les frères vont dire, on ne peut pas. Si on retourne en Égypte, il faut que Benjamin vienne avec nous. Non, non, comment ça? Non, pas question. Benjamin ne partira pas. Déjà, j'ai perdu un enfant, j'ai souffert tellement avec Joseph. Benjamin, il reste ici, je veux le protéger. Il est encore un gamin. Mais, à un moment donné, il faut vraiment aller en Égypte, il n'y a plus rien à manger. Et alors, il dit, ok, allez en Égypte, prenez Benjamin, mais ramenez-le-moi. Ils partent. Bon, en Égypte, il se retrouve encore dans la salle d'audience du vizir. Et Joseph veut garder avec lui son petit frère, Benjamin. Il n'a aucune faute, le pauvre. D'accord? Mais comment faire? Il invente un stratagème. Il les invite à un souper. D'accord? Il boit dans des coupes d'or. Pour l'occasion, ce sont des coupes d'or. Et puis, il fait cacher une coupe d'or dans le sac de Benjamin.
ils partent, ils sont à pied, il les fait rattraper par les gardes, une coupe d'or a été volée, ils les fouillent, évidemment, ils font semblant de la trouver dans les sacs de Benjamin. Et les gardes vont dire, ok, Benjamin revient, retourne en ville, vous partez, lui seulement. Mais il ne le laisse pas, il ne le laisse pas tout seul. Et alors, ils se retrouvent encore tous là, dans la salle d'audience du vizir. Et vizir qui dit, allez-vous-en, n'ayez pas peur, il ne sera pas tué, on verra quoi faire. D'accord, il veut le garder, il veut faire partir les autres. Mais c'est là que Judas, le frère aîné, d'accord, pas Judas les traîtres, hein, on est en 2000 avant Jésus-Christ, Judas fait tout un discours. Il dit, oh grand vizir, prenez-moi à la place de Benjamin, mais laissez-le partir. Parce que déjà, à cause de notre méchanceté, notre père a perdu son enfant préféré. Et maintenant, si nous retournons sans Benjamin, notre père Jacob va sûrement mourir de chagrin. Prends-moi à sa place. Exécute-moi, si tu veux. Me laisse partir Benjamin. Or que, devant ce discours, Joseph est ému, profondément ému. D'accord? Et alors, il décide de se manifester. Il se lave le visage, il enlève son couvre-chef, il reprend sa position normale et il va leur dire dans leur langue, mais Joseph, c'est moi. Et les autres, Et alors bon, la fin de l'histoire, c'est que Joseph pardonne à tout le monde. Pardonne à tout le monde, et pas seulement il pardonne, il invite tous les gens du clan de Jacob d'aller s'installer et continuer leur vie en Égypte. D'accord? Et c'est comme ça que les frères de Joseph, les femmes des frères de Joseph, les enfants, d'accord, et son père, sa mère, tous les serviteurs, les chiens, les moutons, les poils des chiens, les pouces des chiens, tout le monde, une centaine de personnes, sûrement les humains, vont s'établir en Égypte où ils pratiqueront l'élevage dans le delta du Nil. D'accord? Et c'est la fin de l'histoire, c'est une essiologie, vous trouverez la signification de ces mots si vous voulez, essiologie avec T et T, essiologie, pour expliquer pourquoi des Hébreux se trouveront en Égypte, et puis il y aura toute l'histoire de Joseph. D'accord? Donc, bien. Alors que cette histoire, attention que ici vient la partie la plus importante. Première chose, et quelle qualité du profil d'apprenant on peut donner à Joseph? Une autre encore plus. Mais à la fin, il est un peu altruiste. Intègre. Joseph est intègre, il est juste. D'accord? Ouverture d'esprit, un peu moins. Mais c'est l'intégrité la première qualité. Deuxième, et ce conte a aussi une signification morale. Il nous invite à pratiquer quelle vertu? La vengeance ou le pardon? Le pardon. D'accord? Ok. Maintenant, ok. Ici, nous avons une image, d'accord, qui voit quand Joseph pardonne à ses frères avec le petit Benjamin devant lui. Tout un jeu de mains qui exprime l'animation de ce moment. Ok, maintenant, nous allons voir que d'un point de vue de l'histoire, qu'est-ce que ce conte nous fait comprendre. Et nous allons faire une comparaison en parallèle entre l'Égypte et les Hébreux, deux sociétés différentes, à partir de plusieurs points de vue. Alors que l'Égypte, vous le savez, était une grande civilisation. Les Hébreux, par contre, c'était un peuple, un clan semi-nomade, déjà une société, hein,
mais pas vraiment une civilisation. Alors, mode de vie, les Égyptiens sont sédentaires. Les Hébreux, par les contes, nous savons qu'ils sont semi-nomades. On va voir comment c'est leur famille. En Égypte, combien de femmes a Joseph? Une ou plusieurs? Non, Joseph, une femme. Donc, ils sont, comment on parle d'une famille où il y a seulement une femme, seul homme, papa, maman? Monogames. Ils sont monogames. Auprès des Hébreux, à cette époque-là, dans ce conte, ils sont par contre polygames. Plus tard que les Hébreux, les Juifs, les Israélites, sont monogames. Mais à ce stade-là, ils sont encore polygames. D'accord? Polygames. La religion. Quelle est la caractéristique des religions, de la religion égyptienne? Encore poly et mono? Les Égyptiens sont polythéistes, croient dans plusieurs dieux. Par contre, les Hébreux, quand Joseph dit Dieu m'a donné, c'est Dieu d'Abraham, ils sont déjà monothéistes, croient dans un seul Dieu. D'accord? Le peuple d'Israël est à l'origine du monothéisme, notre monothéisme occidental, on verra. Les pouvoirs. En Égypte, qui a tous les pouvoirs? Le pharaon. Tous les pouvoirs, c'est de l'État. Chez les Hébreux, qui est le chef? Non, le père. Or, que le père de la famille principale, on l'appelle patriarche. D'accord? Qui sont en clan et le pouvoir est au patriarche. C'était d'abord le beau-père, qui s'appelait Laban, si je ne me trompe pas, et puis Jacob devient le patriarche. Ben, les langues, la différence, c'est pareil. L'Égypte, non, ce n'était pas l'arabe, c'était l'égyptien ancien, qui se ressemble beaucoup au copte. Et les Hébreux, ils ont une langue sémite, ils parlent l'hébreu, ils ont leur propre langue. On va voir les caractéristiques de l'alimentation. L'alimentation, d'accord, pour l'Égypte et les Hébreux, c'était deux aspects pareils. Il y avait des périodes d'abondance, alternées avec des périodes de disette. Jusqu'au XXe siècle, l'agriculture produisait un surplus, mais il ne manquait jamais de périodes où, à cause d'une grêle, d'un gel hâtif, d'un gel à cause, je ne sais pas, des parasites, à cause d'une guerre, à cause d'une inondation, l'agriculture ne produisait pas assez de nourriture pour tout le monde. Donc, une alternance entre une période de richesse et une période de disette. Attends. Propriété. Propriété. En Égypte, qui possède tout? Pharaon. Propriété de l'État. Chez les Hébreux, qui possède tout? Le clan, collectivement. Tout est propriété du clan et le clan est administré par le patriarche. Les activités primaires. Qu'est-ce qu'ils font pour produire la nourriture? Quelle est l'activité principale de l'Égypte? L'agriculture. Chez les Hébreux, ils font aussi de l'agriculture, mais leur activité principale, c'est l'élevage. Est-ce qu'il y a de l'esclavage en Égypte? Oui. Ah, Joseph est un esclave, on l'a déjà vu. Auprès des Hébreux, est-ce qu'il y a des esclaves? Oui. Comment ça, non? Oui. Les deux femmes et les deux esclaves? Donc oui, il y a de l'esclavage aussi. Ils sont esclaves. Alors, voilà le tableau déjà rempli. Yaya, ta question? Ok.